Bonjour, bienvenue à cette présentation. C'est un petit retour d'expérience sur ce qu'on a fait en fait avec GoCenter. Déjà expliquer ce qu'est GoCenter, pourquoi on a voulu fournir ce repo central pour les modules Go et comment on l'a fait, pourquoi on a fait le choix de partir sur Kubernetes comme solution pour, euh, pour avoir le système derrière. Avant de commencer avec la présentation, je vais faire un petit retour sur l'histoire de Go, du langage Go. Et déjà, je voudrais savoir qui fait du Go ici, si vous levez la main. Ouais, ok. Et qui fait du Kubernetes? Qui fait les deux? Ok. Donc, et il y en a qui en font aucun des deux, qui sont venus par curiosité ou parce qu'il n'y a pas de place dans une autre salle ou bon. Ok. Euh, Petit rappel historique. Go, la première release stable, c'est assez lisible, ouais. C'est en 2012, la 1.0. Et Go s'est inspiré de C et de Pascal. C'est des gens de chez Google qui ont fait ça. Et de l'un des créateurs, la volonté, alors je me suis mis la cote de la citation d'un des créateurs, Rob Pike, qui dit les jeunes développeurs ne sont pas capables de comprendre un langage brillant, c'est bien, mais nous voulons les amener à réaliser de bons programmes. Ainsi, le langage que nous donnons doit être facile à comprendre et facile à adopter. Donc là, le but de Go, en premier, c'est ça, c'est d'avoir un langage qui est élégant, facile à comprendre, et qui a forcé des jeunes développeurs à arrêter d'utiliser plein de couches d'abstraction qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, pour essayer d'avoir un langage qui soit efficace et faire des beaux programmes qui marchent bien. La 1.5 arrive en 2015 et c'est la première fois où Go n'est plus écrit en C mais écrit en Go, puisque avant Go était complètement écrit en C. On va aussi apparaître en 2015 le support pour Vendoring. Vendoring, c'est un peu la première initiative pour essayer de gérer des dépendances avec Go, et je vais y revenir après. La 1.8 arrive en 2017. On commence à maturer le langage avec pas mal de changements au niveau de la toolchain, du runtime, l'apparition des Go plugins. Et la 1.10, on va dire, c'est vraiment maturation du langage, avec là vraiment un focus non plus sur le langage, mais vraiment sur la toolchain, le runtime, l'amélioration du caching, sur le build, sur le passage des tests, etc. Nous, chez JFrog, on a commencé à faire du Go, c'était il y a 3 ou 4 ans. On a plusieurs produits maintenant qui sont en Go, dont X-Ray. On est en train de découper nos produits phares en microservices, qu'on est en train de réécrire pour la plupart en Go. Et en fait, malgré le fait qu'on a vu cette maturité de Go arriver petit à petit, une communauté qui grossit, qui est assez enthousiaste par le langage, on trouve qu'il y a quelque chose qui manquait jusque-là en 2018. Et est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? La gestion des dépendances, tout simplement. Alors, certains d'entre vous vont me dire, mais tu viens de nous dire, John, il y a le Vendoring qui est apparu en 2015, ça sert à faire de la gestion des dépendances. Ce que je vous répondrai déjà, bon, comment tu m'appelles John alors qu'on ne se connaît pas. Et aussi, le Vendoring, c'est une très 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 mauvaise idée. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise du Vendoring ou qui ont utilisé du Vendoring avec Go? Ouais. À utiliser? D'accord. Pas avec Go, d'accord. Et alors, pourquoi c'est une mauvaise idée? Est-ce que une idée ou pas? Non. Alors, en fait, le principe de Vendoring, en fait, c'est de se référer à un commit spécifique sur le repo Git où va se trouver le package Go dont on dépend. Et basé sur ce commit qu'on va locker en fait au niveau de notre programme à nous, à chaque fois qu'on va faire un build, on va aller chercher le source qui correspond à ce commit. Ça a l'air bien comme ça. Le problème, c'est que en général, quand on écrit du logiciel, il y a deux règles très très importantes qui sont cruciales. C'est l'immutabilité. Si vous venez sur notre stand ou que vous avez déjà vu des présentations de JFrog, vous savez qu'on en parle beaucoup. Et la répétabilité. En gros, c'est mon code source que je ne change pas, je le build aujourd'hui, je ne change pas mon code, je m'attends à ce que quand je le rebuild demain, dans une semaine, dans un mois, dans 10 ans, j'obtienne le même résultat. Ça paraît logique. Le problème, c'est que quand on a des dépendances qui ne sont pas immutables, qui sont mutables, donc par exemple sur GitHub, on peut tout à fait avoir quelqu'un qui va faire un force push et qui va remplacer un commit auquel on se réfère, rendant notre dépendance mutable et non plus immutable. On casse l'immutabilité de notre propre software. Sur GitHub aussi, quand on référence directement sur des commits, on peut perdre des dépendances. Si vous vous rappelez le npm gate qui est arrivé il y a 2 ans maintenant, et la librairie leftpad de 4 lignes de code qui a disparu, qui a pété des builds à travers le monde entier, ça peut arriver du jour au lendemain sur GitHub. Quelqu'un qui supprime un repo, qui maintenant peut le passer de public en privé du jour au lendemain,
et nous empêchant de consommer la dépendance à laquelle on se référait. Et puis surtout, il y a une notion de confiance. Qui ici fait confiance entièrement à ses collègues de travail? Vous pouvez lever la main, surtout s'ils sont avec vous dans la salle. Pour moi, non. Bon, ok. Personne. Personne ne fait confiance à ses collègues. Bon, moi je leur fais confiance, on va dire. Par contre, là où j'ai pas confiance, c'est le mainteneur de la librairie transitive dont je dépends au niveau N, qui est un gars, peut-être dans son garage, au Brésil, en Chine, en Inde, je ne sais pas qui c'est. Peut-être qu'il fait du très bon travail au moment où je vais utiliser sa librairie, mais qui me garantit que ce mec-là, il ne va pas, je sais pas, devenir quelqu'un de moins bienveillant et donc va agir mauvaisement pour mon équipe. Utiliser une librairie tierce, c'est ramener des gens externes à votre entreprise, à votre projet, dans votre projet. Et c'est des gens que vous n'avez jamais rencontrés, vous ne connaissez pas leur CV, vous ne savez pas d'où ils viennent. Donc il y a une notion de confiance aussi là-dedans. C'est pour répondre à ça en fait que en 2018, toujours la même année que la 1.10, on va apparaître la 1.11 de Go, qui ramène les Go modules. Et justement, les Go modules veulent répondre à ce problème de mutabilité, de répétabilité et de confiance. Qu'est-ce que c'est les modules? Déjà, est-ce qu'il y a des gens ici, dans ceux qui font du Go, qui utilisent les modules? Les Go modules? Ouais, un petit peu. Ok. Première chose à savoir sur Go module, c'est devenu le gestionnaire de dépendance officiel de Go. Donc maintenant, c'est établi comme le gestionnaire de dépendance officiel pour Go. Un gros avantage, c'est que quand on utilise les Go modules, on n'a plus besoin de tout faire dans son GoPass. C'était une des grosses limitations assez frustrantes quand on fait du Go au début, c'est qu'on doit tout rester au niveau du GoPass. Et puis, c'est supporté nativement par Go, donc tout se fait avec un seul outil. L'introduction étant faite, je vais me présenter rapidement pour les gens qui ne me connaissent pas du tout. Je m'appelle Jonathan Rocklor, je suis solution architecte solution chez JFrog. Et moi, mon credo, c'est les problèmes. J'aime bien résoudre des problèmes, que ce soit algorithmiques, des problèmes d'intégration, d'architecture, des sudoku quand je suis aux toilettes, les problèmes en général et des casse-têtes. Ce qui me passionne vraiment dans mon métier depuis que j'ai commencé il y a quelques années, c'est l'automatisation et la fluidification, autant au niveau des process, de la communication, des échanges entre les personnes, et en fait, essayer d'amener les gens à faire ce pourquoi ils amènent de la valeur dans leur travail, plutôt que des tâches répétitives qui peuvent être faites par des machines, en fait. C'est pour ça que j'ai été tour à tour architecte, responsable de forge dans différentes entreprises, coach agile, chef de projet, et j'en passe. Puis finalement, ingénieur solution chez JFrog. Et puis sinon, j'aime bien la bière, pour ceux qui me connaissent, les gens, la nature, la technologie. Et en ce moment, la permaculture. Si vous voulez parler permaculture, vous êtes bienvenus. Bon grand sujet. JFrog, juste pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous pouvez venir à notre stand. Dans la Silicon Valley, on nous appelle les gens binaires, the binaries people. Pourquoi? C'est parce que nous, en gros, notre métier, c'est s'occuper des binaires, les bouger d'un point A à un point B, faire en sorte qu'ils restent immutables, soient cohérents, les protéger. Et c'est vraiment, nous, on travaille sur les binaires. Vous êtes bienvenus pour passer nous voir, avoir plus de détails là-dessus. Ce n'est pas le sujet de cette présentation. Un lien, je le remettrai à la fin sur le dernier slide. Ces slides sont disponibles déjà sur Show Notes. C'est sur notre site web. Vous avez les slides, vous avez des vidéos de ce talk qui a déjà été fait. Il y a d'autres liens vers d'autres talks, des blogs, etc. au sujet de GoCenter et tout ce qu'on fait autour, et d'autres sujets qu'on couvre. Alors, rentrons dans le vif du sujet maintenant, GoCenter. Qu'est-ce que c'est GoCenter? Premièrement, GoCenter, c'est un dépôt central pour les Go modules. Facile, disponible dans le monde entier, pour tout le monde, entièrement gratuit. C'est un service que l'on fournit de manière gratuite pour la communauté Go, sur lequel on peut aller chercher des modules. On a déjà fourni plusieurs dizaines de milliers de modules dans GoCenter qui sont déjà accessibles avec les versions. Et vous pouvez aussi faire des demandes d'inclusion de nouveaux modules. Si jamais vous cherchez un module particulier, on va dire Go Micro, que vous ne trouvez pas la version que vous voulez, vous pouvez faire une demande d'inclusion qui va être automatiquement validée, générer le module, toutes ses dépendances, mis à disposition dans GoCenter pour que vous puissiez ensuite le consommer. Pourquoi on a fait le choix d'aller sur Kubernetes et comment on l'a fait? Alors le choix déjà, Kubernetes, il faut savoir que chez JFrog, on a un produit qui s'appelle Bintray, qui est une plateforme de distribution qu'on a depuis quand même quelques années. J'ai plus les dates en tête. Sur Bintray, c'est à peu près 2 milliards de téléchargements de packages par mois qui arrivent.
Donc le côté plateforme de distribution à échelle, on connaît un petit peu les problématiques de charge, etc. On savait qu'on avait besoin d'un outil qui allait être capable de scaler, donc on avait besoin de l'orchestrer. Et pour nous, Kubernetes a fait ses preuves, autant parce qu'on l'utilisait déjà en interne sur nos services de SaaS, on l'utilise, on le met beaucoup en place chez nos clients. Donc on était assez confiant à utiliser Kubernetes en tant qu'outil mature qui a fait ses preuves. Et puis en plus de ça, il y avait à peu près toutes les features qu'on recherchait dans l'outil d'orchestration. On a fait le choix aussi de partir sur GCP, sur GKE en fait. Pourquoi? Parce qu'au moment où on a commencé le projet, qui s'appelait Caddyshack à l'époque, quelqu'un connaît Caddyshack, juste pour Le Golf en folie, c'est un film avec Bill Murray, ça vous parle ou pas? Non, c'est purement américain, c'est les blagues américaines. Bon. En fait, au moment où on a démarré, pour nous, GCP, c'était ce qui offrait l'offre la plus mature pour gérer Kubernetes. Il se trouve qu'avec les annonces qu'il y a eu à Google Next la semaine dernière, pardon, je pense qu'on ne s'est pas trompé. Je ne sais pas si vous avez suivi les annonces du projet Anthos, le fait de pouvoir gérer des clusters Kubernetes multi-cloud depuis GCP, voire multi-cloud plus on-prem. Donc c'est vraiment pour nous, Google, ils sont en avance dans la gestion de Kubernetes. Puis du coup, c'est très facile de déployer des clusters Kubernetes sur Google. Et ça vient avec plein d'outils, notamment pour le troubleshooting, comme BigQuery, Stackdriver, qu'on utilise. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? Et si oui, qu'est-ce que c'est? Non? D'accord. C'était un peu un des gros buzz de l'année dernière, c'était le 12-factor app. C'est comment faire une appli microservice cloud native. En fait, c'est un peu un design pattern qui a été pondu pour dire, voilà, si vous voulez faire du cloud native orienté microservice, enfin, du microservice orienté cloud native, il faut suivre ces 12 règles qui sont des règles d'or. Alors ça a été décrié, certains ont dit, après avoir dit wow, c'est formidable, c'est génial, certains ont dit oui, c'est un peu naïf comme approche, c'est pas assez, c'est impossible de tout faire. Mais ce qui est bien, c'est que là, on est parti sur un projet from scratch, on n'avait rien, et on s'est dit, bah, tiens, on va essayer d'appliquer les bonnes pratiques, le standard dès le début. C'est bien quand on ne part pas sur du legacy, qu'on ne fait pas comme avec nos produits, comme Artifactory, qu'on est en train de redécouper en microservices, mais qu'on part vraiment d'une page blanche, on peut se dire, tiens, on va essayer d'appliquer ce qui est considéré aujourd'hui comme les bonnes pratiques. Bien sûr, on n'a pas tout fait nous-mêmes. Par exemple, on n'a pas réécrit une base de données, on a utilisé les services SQL Manager de Google. Pour la partie communication entre les microservices, on utilise PubSub pour faire le traitement des messages. Et après, je pense que tout le reste, tous les microservices viennent de nous. On a utilisé Nginx Ingress pour la partie réseau, Nginx aussi pour faire du caching. Mais l'idée, c'est de ne pas toujours inventer la roue. On a fait le choix d'utiliser Helm. Vous connaissez Helm ou pas du tout, les charts Helm? Pour les gens qui font du Kubernetes, ouais, un petit peu. En gros, Helm a l'avantage quand on fait du Kubernetes, premièrement d'être un package. Du coup, c'est versionné. On peut versionner et donc gérer le cycle de vie de nos packages de déploiement dans nos clusters Kubernetes. On peut, au sein d'un même chart, avoir des valeurs différentes selon les environnements dans lesquels on va provisionner. Et ça, c'est intéressant pour nous, puisque du coup, on peut avoir un même package qui va s'adapter pour notre dev, notre staging, notre intégration, notre prod, où on va juste changer certains paramètres pour les limites, le sizing des machines, éventuellement le nombre de réplicas, etc. Et puis, bien sûr, les secrets pour se connecter au bon back-end. Et puis, en étant honnête, on a aussi un des cofondateurs et co-créateurs de Helm, Rimas, qui, suite au rachat de Helm par Microsoft, a rejoint Logifrog, ce qui a un peu aidé sur le sujet. Peut-être aussi un peu influencé notre choix. Sûrement. Très rapidement, quelques bonnes pratiques qu'on a appris ou confirmées sur notre cheminement. Premièrement, l'utilisation de limites. Bon, ça c'est assez facile à comprendre. C'est simplement de dire, voilà, ce pod dans Kubernetes va être limité à tant de CPU. Mais les labels, l'utilisation des labels, en fait, c'est quelque chose qui est très utile pour nous pour pouvoir gérer les affinités de nodes et de pods. Pouvoir dire, en fait, simplement, quand je vais avoir un réplica d'un pod dans mon cluster Kubernetes, je veux m'assurer que mon pod va être répliqué dans un autre node que celui où est déjà mon premier pod. Pourquoi? Parce que tout simplement, si je perds mon nœud,
je veux quand même avoir mon pod qui tourne quelque part. Ça permet de faire de la résilience. Et on va faire pareil au niveau du nœud. Un nœud, on va faire en sorte qu'un nœud qui est répliqué, qui scale, va être fait dans un autre node pool et pas au sein d'une même node pool, pour être sûr d'avoir la disponibilité de la haute dispo sur toutes les zones disponibles à travers différents node pools, différents nodes, etc. Les secrets, les secrets, ça c'est assez facile, c'est tout ce qui est la gestion des credentials. En général, on ne veut pas avoir de password en clair ou nulle part dans nos fichiers de conf, dans nos templates, etc. D'où l'utilisation des secrets. Et enfin, les namespaces qui nous permettent en fait, simplement, ça va permettre d'avoir une gestion plus fine des règles réseau, de savoir qui a le droit de communiquer avec qui, comment, dans quel sens, aussi pour la terme de recherche, de monitoring. Comment on a fait l'infra? Qu'est-ce qu'il y a et comment on construit GoCenter? Alors, il faut savoir que GoCenter, vous allez le voir, en fait, tout d'abord, ce qu'on a commencé, c'est faire ce pourquoi on est assez doué à faire. Donc, mettre en place des pipelines basés sur le concept de la promotion. Donc, si les gens ont déjà vu des talks JFrog, en général, il y a toujours une image qui ressemble un peu à ça. Si vous venez au stand, on vous montrera ça aussi. C'est l'idée ici, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de dire, dans un pipeline, c'est quoi? C'est un point d'entrée, en général mon CI server, qui génère des packages, des binaires, et un point de sortie qui est ma prod. Et entre mon point d'entrée et ma prod, je vais avoir toute une série d'étapes qui vont me permettre de maturer, de qualifier mon package, mon soft, ce qui va aller sur le runtime. L'idée, c'est que ces états vont être représentés en général par des environnements physiques sur lesquels on va faire une série de tests, on va valider un ensemble de requirements. Par exemple, ici, dans ce schéma, on va avoir une phase d'intégration, on va avoir une phase de testing, on va pouvoir faire du test de charge, une phase de staging avant la prod, quelque chose qui va être le plus similaire possible de la prod, et une phase de production où on va vraiment avoir le runtime, notre prod. Entre chaque étape, on va voir ce petit cadenas qui est en fait l'ensemble des requirements à valider pour passer à l'étape d'après, et le fait de passer d'un état à l'autre, c'est ce qu'on va appeler une promotion. Pour ça, comment ça se passe en fait concrètement sur GoCenter? Aujourd'hui, on a 5 clusters Kubernetes qui tournent tout le temps. Le premier cluster, c'est un cluster de dev, qui est en fait notre plus gros cluster, puisque en fait, au sein de ce cluster de dev, on va avoir un GoCenter master qui est toujours en train de faire tourner en fait la version GoCenter de la branche master de notre repo Git. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un commit sur le master, ça va déclencher le pipeline complet et ça va déployer dans ce cluster de dev la version master de GoCenter. Plus dans ce cluster de dev, on va avoir une version de GoCenter feature pour chacune des branches en cours de développement par nos équipes de dev. Donc chaque développeur qui fait une branche et qui commit sur sa branche au sein de notre repo va peupler, provisionner son cluster feature et donc va pouvoir tester en direct l'intégration et la feature qu'il est en train d'implémenter. Ensuite, on a un cluster de CI qui en fait lui est utilisé uniquement par notre agent Jenkins pour faire des tests automatiques pendant la construction des microservices. Un cluster de tests où on fait essentiellement des tests de charge, je vais y revenir après. Un cluster de staging pour valider avant de partir en production, et puis le cluster de prod, celui auquel vous pouvez accéder si vous allez sur gocenter.io. À l'intérieur de GoCenter, en fait, on a 6 microservices. Et je vais expliquer un peu ce qu'ils font. Le premier, alors les noms en plus sont assez indicateurs de ce qu'ils font. Le premier, le Discovery, est chargé de rechercher les Go modules. En fait, quand on va chercher un Go module sur GoCenter, le Discovery, ce qu'il va faire, c'est regarder est-ce que ce Go module est déjà dans GoCenter, et sinon, il va regarder sur GitHub si le package Go auquel on essaie de se référencer existe et valide par rapport aux critères qu'on a définis. Pour l'instant, on a défini des critères basés sur la popularité. C'est-à-dire qu'on considère qu'un package peut être importé dans GoCenter s'il a au moins 3 étoiles sur GitHub. On vérifie aussi qu'on peut faire un go-get dessus, qu'on peut juste consommer ce package, qu'il n'est pas cassé. Donc ça, c'est le Discovery qui va faire ça.
Le notifier, c'est ce qui va nous alerter. Donc ça, on a un système sur Slack. On reçoit en continu des informations sur Slack sur le statut de notre cluster, sur les ajouts de nouveaux modules, les ratages, s'il y a des modules qui n'arrivent pas à être importés, etc., etc. Le processor, c'est le microservice qui est en charge d'aller chercher, in fine, les packages Go, de les transformer en Go modules, eux et toutes leurs dépendances, et de les construire pour les mettre à disposition dans Go Center. Le validator, c'est la dernière étape pour mettre un module à disposition. Une fois qu'il a été construit par le processeur, en fait, le validator va vérifier que le package est vraiment prêt, consommable et valide pour être publié et mis à disposition. Et puis après, bien sûr, on a une UI et un back-end. L'UI, c'est la seule chose qui n'est pas faite en Go, c'est du JS. Et comment ça se passe? Si on regarde notre cluster, en fait, il ressemble à ça. Donc, j'ai essayé d'expliquer un peu le cheminement. Si vous allez aujourd'hui sur gocenter.io, sur l'UI, vous n'avez pas besoin de le faire normalement, vous setez votre Go proxy sur votre client Go pour taper sur GoCenter. Encore mieux, vous utilisez Artifactory qui lui-même est connecté à GoCenter. Et c'est transparent. Mais mettons que demain, vous voulez consommer un module qui n'est pas sur GoCenter. Vous prenez un 404. Donc vous allez aller dans l'UI et vous allez chercher votre module avec son nom canonique. Si GoCenter vous dit ce module n'est pas disponible, il n'y a pas de version disponible, vous pouvez faire une demande d'inclusion. La demande d'inclusion, ce que ça va faire, c'est que ça va rechercher si déjà, en fait, ça va envoyer un message sur le PubSub qui va être pris par le service de discovery, ici. Le service de discovery, ce qu'il va faire, c'est qu'il du coup va regarder sur GitHub, est-ce que ce package existe, quelles sont les versions disponibles, est-ce qu'il est valide. Donc on vérifie qu'il y a les 3 étoiles, comme je vous disais. On vérifie qu'il est bien mis sur GitHub et qu'on peut le récupérer avec un go-get. Et si ça s'est passé, on va ensuite fetcher, on va récupérer les derniers tags semver compatibles. Donc les derniers tags qui ont un versionning sémantique, sachant qu'on va limiter ça à 20 tags maximum, aux 20 dernières versions, qui ont moins d'1 an depuis leur création. Donc on se limite à 1 an maximum et 20 maximum, les 20 dernières versions maximum. Donc ça, c'est le discovery qui va faire ça, qui va lister donc le module avec les maximum 20 versions qu'on va récupérer. Pour chacune de ces versions, pour le module, il va créer des messages dans le PubSub à destination du calculator. Le calculator, lui, va prendre les messages pour chacune des versions et pour chacune des versions, on va aller récupérer le code source sur GitHub et va commencer à en fait analyser les requirements, toutes les dépendances dont dépend mon futur module, mon package actuel. Et on va faire ça de manière itérative, c'est-à-dire que pour chaque dépendance, on va aller chercher le code source et on va essayer de la transformer en module, et ça pour les dépendances transitives, etc., etc. Du coup, à la fin, le calculator, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer le module, le Go module, pour chacune de mes dépendances transitives du module que je voulais créer, cela pour les X versions qu'on a trouvées en fonction des tags dans GitHub. Tous les modules qui sont les modules et les modules dépendants qui sont générés par le processeur vont être mis dans Artifactory, dans un repo de dev, en attendant d'avoir fini de trouver toutes les dépendances. C'est une fois qu'on aura le module master qu'on cherchait à l'origine et toutes ces dépendances transitives qui vont être mis dans le repository de dev qu'on va considérer que notre module est maintenant atomique, c'est-à-dire qu'on a tout ce qui est nécessaire pour pouvoir le consommer, et le processeur va le promouvoir en staging, dans un repository de staging. Là, il va créer des événements, des messages sur le PubSub pour dire ces modules sont prêts, il faut les valider. Et là, c'est le validator qui va rentrer en marche et qui va aller faire en fait des petites dernières étapes de validation. Tout simplement, il va prendre le rôle d'un utilisateur et voir si un go-get sur mon repo de staging, donc pour vraiment fetcher le module et non plus le code et passer par le client Go, vraiment aller directement prendre le module, ça fonctionne et que donc on peut publier ça pour les utilisateurs finaux. Et ça, on va le faire pour tous les modules dépendants, etc. Si c'est pour tous les modules qui passent la validation, on les passe dans le repo de prod, et là, le module est publié. Vous pouvez faire le test, ça prend quelques minutes à peine pour ajouter un module.
Voilà pour ce process. Au niveau des tests, je vous disais, on a un cluster dédié aux tests. Essentiellement, ce qu'on fait dessus, c'est du test de charge. C'est clairement notre cas d'utilisation, c'est comment on va scaler quand beaucoup de gens vont se connecter, vont commencer à consommer des Go modules. Donc pour ça, on fait des tests assez empiriques. On teste principalement l'UI en créant 10 000 utilisateurs qui font 100 requêtes par seconde et on mesure qu'est-ce qui se passe. Et le back-end, en fait, on charge 10 000 modules 2 fois. Ça nous permet de tester aussi la partie caching qu'on a mis en place. Est-ce qu'il y a des gens qui font du chaos engineering ici? Non? Bon, vous voyez un peu ce que c'est ou... En gros, l'idée du chaos engineering, c'est d'aller casser des choses random dans notre prod. Alors nous, on ne le fait pas en prod. On n'est pas et on fait du chaos engineering pour les pauvres, on va dire. Mais l'idée, c'est une idée qui était mise en place à la base chez Netflix, avec les Chaos Monkey, qui est assez répandue maintenant. Et vraiment, l'idée, c'est de se dire, sur un système complexe, je ne peux pas prédire tout ce qui va se passer. Par contre, ce que je veux, c'est que mon système soit capable de réagir à l'imprévisible. Et donc, en amont, on va créer de l'imprévisible, de l'incertitude, des choses random qui vont se passer, des problèmes random, pour essayer d'avoir un système qui va le mieux réagir. Et on va mesurer ça. Nous, le chaos engineering, je dis que c'est pour le pauvre, puisque c'est juste des scripts de batch qui vont aller péter des nodes, des pods, des node pools directement sur notre cluster de tests, pendant des tests de charge. Et ce qu'on va mesurer, nous, ce qui est important pour nous de mesurer, on a un point de mesure qu'on fait pendant ces tests chaotiques, c'est qu'on ne perde pas d'événements en fait, publiés sur le PubSub et que tout soit traité. C'est la seule chose qu'on regarde là-dessus. Ensuite, comme je vous disais, on espère que des millions de personnes vont utiliser GoCenter dans les semaines qui viennent, ou dans les mois ou années qui viennent. Donc, il faut scaler. Le problème, c'est que scaler, c'est bien, mais ça coûte cher. Et quand on fournit un service gratuit, il faut avoir un peu la réflexion. On peut avoir la réflexion purement technique, de dire on va faire une solution qui marche, qui scale infini, qui va être résiliente, qui va être costaud. Et puis en général, on a les gens en charge du budget qui disent oui, mais ça va nous coûter quand même quelques millions, donc réfléchis un peu mieux à ton truc. Et là, on a essayé donc du coup d'avoir une approche un peu plus pragmatique sur comment faire ça, avoir le système le plus fiable, qui va pouvoir apporter la meilleure réponse, les meilleurs temps aux utilisateurs, qui vont donner envie aux gens d'utiliser, tout en étant économique. Première chose qu'on a faite, c'est on a fait l'utilisation de VM préemptibles. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un concept sur GCP, en fait. C'est des VM qui, Google se donne le droit de les tuer à tout moment. Donc, vous ne savez pas. À tout moment, Google, parce qu'il a besoin de ressources, va décider d'arrêter la VM. L'avantage, c'est qu'elles sont beaucoup moins chères, ces VM, puisqu'il n'y a pas de SLA dessus. Google nous dit on peut les tuer à tout moment, par contre, vous les payez beaucoup moins cher. Et en fait, ce qu'on a fait, on a préféré, en faisant des petits calculs, on s'est aperçu que c'était mieux pour nous d'avoir plus de nodes, plus de pods, plus de services qui tournaient. En fait, on a un minimum de 6 réplicas de chaque pod, de chaque microservice qui tourne à tout moment, mais en mode préemptible. Ça nous revient moins cher, mais on a des meilleures performances. Au niveau du déploiement, j'en ai rapidement parlé, mais c'était important pour nous d'avoir ce côté affinité des pods, affinité des nodes. S'assurer qu'un pod qui est créé, un réplica qui est créé, va tourner sur un nœud différent, qu'un nœud répliqué va tourner dans un node pool différent, etc. Ça, c'est plutôt pour la partie hot dispo. Plus la partie limite, mais bon, ça c'est l'exemple Helm. Bien sûr, on monitore tout ça. Alors là, on utilise les outils qu'on va retrouver en mode classique, du Prometheus, du Grafana. On utilise le principe du sidecar. En fait, on l'utilise uniquement pour l'UI. Donc, je l'ai dit rapidement au début, dans les outils qu'on n'a pas recréés nous. J'ai parlé de Nginx Ingress, donc ça c'est pour la partie réseau. Et après, on utilise aussi Nginx sur l'UI, juste pour servir de cache, en fait, pour avoir un système de cache pour la partie HTTP.
Pourquoi? Parce on s'est dit que les gens qui bossaient sur l'UI, ce qu'ils voulaient, c'était faire une belle UI. Ils ne voulaient pas se prendre la tête à faire quelque chose de performant. Donc, on a utilisé quelque chose qui marche déjà. Donc, c'est le seul composant où on a ce pattern de sidecar pour étendre les fonctionnalités. On a des informations en temps réel en fait qui nous arrivent. Donc Jenkins qui nous envoie tout ce qu'il fait en fait sur un channel Slack qui est ouvert au sein de la compagnie. Vous pouvez chercher mais vous ne le trouverez pas. Nos clusters qui aussi nous alertent à chaque fois qu'un pod est créé, détruit, qu'on va scaler, unscaler, etc. Du coup, on a toute la visibilité sur Slack, sur les channels, sur ce qui se passe au sein de GoCenter et au sein aussi de notre chaîne d'intégration continue. Quand on parle de scaler, en général, scaler, c'est quoi? C'est rajouter des nœuds au sein d'un cluster quand on en a besoin. Et le quand on a besoin, dans la tête des gens, et moi le premier, en général, on voit ça du côté compute, du côté ressources. C'est j'ai plus assez de mémoire avec ma machine, donc je vais en rajouter à côté. Je vais faire du scaling horizontal au lieu de scaler verticalement parce que ça voudrait dire recréer une nouvelle machine, etc. En fait, on s'est aperçu toujours pour cette notion d'efficacité entre la performance qu'on ne veut pas négliger et l'efficacité en termes de coût d'investissement, que pour beaucoup de nos services, il était plus efficace pour nous en termes de coût et de performance de scaler en fonction de la queue, du nombre de messages dans la queue, dans le pub-sub. Donc en gros, plutôt qu'attendre que, par exemple, le validator, un réplica du validator, soit à la limite de CPU qu'il a le droit d'utiliser pour scaler, on va plutôt regarder le nombre de messages qui sont destinés au validator, et en fonction de ce nombre de messages, on va rajouter des validators pour multiplexer en fait le traitement des messages. En fait, si on regarde nos microservices, quand on les monitore, ils n'arrivent jamais au maximum qu'on leur a alloué en termes de ressources. Par contre, on va avoir des vagues en fait de création. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, sur la demande d'inclusion d'un nouveau module, vous vous rappelez le cheminement qui vont sur le discovery, ensuite c'est le processor, puis le validator qui vont être entrés en jeu. Et en fait, on va vraiment avoir une vague si on a, mettons, 1 million de personnes qui vont faire des demandes d'inclusion de modules. On va avoir le discovery en fait qui va augmenter, qui va scaler assez comme un malade pour pouvoir tester tous les événements en parallèle. Et puis, une fois que le discovery va avoir traité tous les événements, va avoir adressé les messages pour le processeur, ça va unscaler, et là on va avoir une vague de scale, une vague de processeurs qui vont scaler, des milliers de services processeurs, peut-être pas des milliers, mais des centaines, et puis qui vont traiter les messages qui leur sont destinés, unscaler, et on va avoir ensuite la vague du microservice suivant. Du coup, ça vraiment, et c'est assez joli à regarder en plus en graphe, c'est vraiment des vagues comme ça. Bon, bref. On s'amuse quand on peut. Et puis bien sûr, comme j'ai dit, quand on scale, en général, on unscale. Alors nous, on s'est mis comme règle, c'est on a un minimum de 6 réplicas pour chaque microservice, pour toujours être prêt, pour avoir de la haute dispo multi-région. Mais voilà, l'idée c'est vraiment que c'est du scale et unscale perpétuel. S'il y a il y a un microservice pour l'info, en fait le back-end API qui lui est scalé en fonction du CPU. C'est le seul, tous les autres sont sur les messages. Et qu'est-ce qui va venir ensuite? Ce qu'on aimerait bien faire pour la suite sur GoCenter, c'est premièrement, actuellement vous avez vu, on a beaucoup d'informations qui nous viennent sur Slack. Et on aimerait bien avoir une communication bidirectionnelle. C'est-à-dire que se servir de Slack aussi pour aller interagir avec nos clusters, pour mettre à disposition de nos ops et qu'ils puissent redémarrer, unscaler, redéployer un cluster à la demande depuis Slack. Ça, c'est une chose sur laquelle on a déjà commencé à travailler. Je ne pense pas que vous ayez fait attention sur le graphe, parce que je suis allé, il y avait beaucoup de choses. Mais actuellement, notre cluster Kubernetes Artifactory est en dehors du cluster. Il est déployé dans la même région, sur GCP aussi, mais il est en dehors du cluster sur on va dire des VM normales, en HA, mais pas dans Kubernetes. Là, on voudrait le ramener au sein du cluster aussi,
au sein du cluster Kubernetes, donc au sein du cluster de dev, de test, de staging, de prod. En fait, aujourd'hui, par rapport à quand on a fait les slides, c'est déjà fait pour le test et le staging, et on est en train justement de valider pour faire ça, pour appliquer ça sur la prod aussi. Pour l'information, le seul problème en fait qui nous dérange à faire ça, c'est que Kubernetes, il y a plusieurs moyens de scaler. Le Artifactory, l'intérêt du scaling, c'est plutôt au niveau des requêtes HTTP. Ce qui est pas, enfin, c'est le principal bottleneck avec Artifactory, c'est plutôt le nombre de requêtes concurrentes qu'on va avoir, ce qui n'est pas un modèle de scaling par défaut de Kubernetes. Donc l'intérêt d'avoir Artifactory dans Kubernetes aussi, en termes de scaling, c'était pas forcément pas forcément évident. C'est plutôt un intérêt en termes de couche réseau et on va dire, de cohérence du déploiement pour avoir vraiment une solution qui soit uniforme, homogène. Et puis bien sûr, qu'est-ce qu'on attend pour le futur? C'est que vous veniez utiliser GoCenter, vous testiez, et puis vous nous dites wow, c'est génial, ou non, en fait, c'est pas bien, il faut faire ça, pourquoi vous faites pas ça comme ça, etc. Je suis frustré, s'il vous plaît, aidez-moi. Voilà, on attend vos feedbacks et que vous veniez utiliser. Et est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Oui. Alors là, je dirais pas très compliqué. Moi, je l'ai pas fait le vendeur à module puisque j'ai commencé Go. Il y avait déjà les modules, c'est l'année dernière. Il y a des techniques qui font, mais peut-être monsieur, il peut aider. Non, c'est pas toi qui avait qui a fait du vendeur. Normalement, c'est. Pardon. Ouais. En fait, normalement, c'est censé pas être compliqué puisque dans le client Go, en fait, tu peux faire un Go mode init qui va te préparer tout ton projet en mode Go mode, quoi. Et normalement, si je ne me trompe pas, ça devrait être automatique. Si ton vendoring est bien fait à la base, c'est-à-dire que ton projet marche toujours. Mais peut-être à vérifier, tu vois. Mais à tester parce que il y a une chose que j'ai pas mentionné aussi, c'est un gros avantage à utiliser GoCenter, c'est que normalement même déjà quand tu fais du Go mode, on utilise les Go modules. Quand tu fais un Go get et que tu es en mode module, ce que fait le client Go, c'est qu'il va aller récupérer le code source sur GitHub. Il va générer le module. En fait, le module, c'est quoi? C'est un zip dans lequel il met le code source. Il va calculer le checksum de tous les fichiers et de tous les requirements. Il va faire ça de manière itérative pour tous les requirements, pour toutes les dépendances. Et ça prend énormément de temps parce qu'il faut calculer tous les checksums, générer les fichiers, le GoCheck qui référence tous les checksums de tous les packages, etc. GoCenter, quand tu l'utilises et que tu mets ton Go proxy au niveau de ton client Go pour dire maintenant, au lieu d'aller chercher sur GitHub et de construire mes modules à la volée, je vais sur GoCenter. En fait, tu as 3 requêtes qui se passent. C'est le client Go, il récupère le Go mode, le zip et le Go info. Et c'est fait. Donc il y a un gain de temps, surtout quand tu es dans du mode CI où en fait tu fais du clean cache à chaque fois sur chaque build. Et selon le nombre de dépendances que tu utilises, tu as un temps de process time en fait, qui va énormément se réduire par l'utilisation d'un repo pour Go. Oui. Alors, comme on dit chez nous, on boit notre propre champagne. C'est plus classe que dire on mange notre bouffe pour chien. Mais donc on utilise Artifactory pour stocker les Go modules. Et les Go modules, alors c'est pas, je peux regarder si tu veux la taille de Go module. Ça peut aller de quelques kilos à quelques megs. C'est pas censé être énorme. Et du coup, on utilise Artifactory, donc le checksum storage d'Artifactory. Et derrière, notre Artifactory utilise du stockage sur du Google Storage, donc de l'Object Storage. Et puis, si tu veux parler d'Artifactory, il vaut mieux venir au stand, parce que bon, c'est pas le but là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore 5 minutes, si vous voulez. Non?
Et bien dans ce cas-là, je vous dis merci de votre attention. Et puis n'hésitez pas à passer nous voir. Merci.